Les Lumrottes. Depuis la nuit des temps, loin de cette Amérique pilleuse de traditions européennes, les vivants vouent un culte aux morts. On en retrouve des traces en Égypte ancienne, en Grèce, en Empire romain et bien sûr chez les Celtes. Lors de la fête du Samin, la nuit du 31 octobre, le chemin entre le monde des morts et des vivants était ouvert. Des lumignos éclairés pour l'occasion guidaient leurs pas afin de permettre le retour dans l'au-delà. Enfin, les villageois se rassemblaient autour d'un grand feu sacré que les druides éteignaient avant d'en rallumer un nouveau pour effrayer les esprits diaboliques. Les chefs de famille recevaient de la braise rouge pour réanimer leur propre foyer, un feu qui devait brûler jusqu'à l'automne suivant pour les protéger du danger. Dans les îles britanniques, Jack était un Irlandais bon vivant. Un soir, le diable vint lui demander son âme. Jack lui proposa un verre et le diable se transforma en pièces pour le payer. Jack la mit dans une toute petite boîte avec une serrure en forme de croix pour faire du diable un prisonnier. Jack le fit ensuite sortir afin qu'il le laisse tranquille une année de plus. À sa mort, Jack fut condamné à errer entre ciel et terre. Il parvint cependant à marchander avec le diable un bout de charbon ardent qu'il mit dans un navet afin de s'en faire une lanterne. Depuis, il marche en attendant le jugement dernier. La tradition se déplaça avec l'immigration irlandaise vers les États-Unis, emportant avec elle ce personnage, Jack O'Lantern. Le navet fut alors remplacé par la citrouille. Il est venu que, bon, c'est vrai qu'on parlait beaucoup d'Halloween. Et puis je ne sais pas, 2, 3, on commence à discuter Halloween. On va pas laisser implanter Halloween dans Quevaucan, on va faire revivre les Lumrottes. Et moi les Lumrottes, je les connaissais de mon jeune temps parce que mes grands-parents étaient des cultivateurs ici à Quevaucan. Ouais. Et à l'époque, on n'arrachait pas les betteraves à la machine, on les arrachait à la main. On ne se permet plus d'arracher les betteraves à la main, manuellement. On a dû passer à un autre système d'arrachage mécanique. Les premières betteraves que nous mettions, il s'agissait de betteraves très grandes. Très volumineuse, elle pouvait peser jusqu'à 10-11 kg. L'évolution a poussé à ce qu'on cherche d'autres génétiques qui permettent malgré tout une mécanisation intégrale de la culture, puisque c'était une culture astreignante, arracher une betterave à la fois, la couper une à la fois, la charger une à la fois. Il fallait beaucoup de main-d'œuvre. Pour la Lumrotte, on prend exclusivement les betteraves fourragères. Il y a une raison, c'est qu'elles sont déjà beaucoup plus volumineuses, plus faciles à creuser, et alors elles ne laissent pas de traces de sucre lorsqu'on les travaille. La forme de la betterave est partie de la forme cylindrique à la forme ovoïde, donc un œuf, avec une racine pivotante qui la maintient relativement stable dans le sol, afin qu'on puisse les feuiller mécaniquement. Le semis se passe fin avril. Première quinzaine de mai, c'est l'extrême limite. Étant donné qu'à cette époque-là, la végétation pousse rapidement, on voit les résultats beaucoup plus rapidement. La betterave fourragère reste le menu, la salade. Aux nourritures du bétail. Par contre, les betteraves sucrières sont destinées à la fabrication de sucre ou éventuellement de bioéthanol. La récolte de betteraves dans l'ancien temps, donc après la guerre 40 jusque dans les années 60, s'effectuait systématiquement dans la deuxième quinzaine de septembre.
Mes grands-parents racontaient, mais bon, je ne l'ai jamais vu ça, parce qu'eux sont venus des Flandres en 1931, et racontaient que parfois, quand ils rentraient tard avec les chariots, ils évidaient une betterave, ils y mettaient une bougie, non pas en faisant les yeux, la bouche et le nez, ils évidaient une betterave, ils faisaient un très grand trou, et ils accrochaient ça derrière le chariot. Donc c'était un éclairage, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de feu rouge, il n'y avait rien. Maman, elle, c'est qu'il lui parle de la betterave fourragère. Elle va te dire tout à fait autre chose, que, étant donné qu'elle était d'une famille très pauvre et que c'était la guerre, son papa coupait des betteraves fourragères, parce qu'il n'avait pas les moyens de leur offrir un bonbon, et il les mettait dans la cassonade et il leur donnait ça comme bonbon. Donc il suçait les betteraves fourragères avec le sucre cassonade comme bonbon. Autrefois, dans la jeunesse des villages, l'époque des Lumrottes présentait un charme quelque peu spectaculaire. Pour les Lumrottes, les garçons de l'époque connaissaient tous les rudiments des travaux agraires. L'un de ceux-ci était l'arrachage et le stockage des fameuses betteraves fourragères. Eux, les gamins, choisissaient les Lumrottes futures parmi ces monstres et les mettaient gentiment en sécurité. Dès la fin septembre, par petits groupes, les garçons creusaient des betteraves avec des moyens de fortune. Ils choisissaient les plus grosses, créaient leurs yeux, leur nez, leur bouche, et plaçaient la bougie à l'intérieur qui faisait alors office de lanterne. Dès les premiers jours d'octobre, après la ducasse de fin septembre, les garçons, le soir, allaient par petits groupes dans les rues déjà sombres des villages afin de faire leur coup. Marcel se souvient avoir participé à ces joyeuses escapades chez des personnes âgées, la Lumrotte allumée placée devant la vitre au-dessus de la porte. Les sorties les plus ardues se faisaient au domicile des filles. Les allures qu'ils faisaient évoquer à leur Lumrotte n'avaient pour but que de les faire valoir. Ces petits coqs, déjà. Bien souvent, la soirée se terminait avec une grande complaisance des villageois. Pour eux qui avaient le bonheur d'être en famille, ces Lumrottes préservaient leur bonheur revenu. Eux, les gamins du village, n'étaient pas considérés comme des vagabonds, non, mais comme des bouts en train perpétuant la tradition. Ce qui les amenait à rentrer à des heures tardives, contents d'avoir pu créer des surprises si intenses ces soirs-là. La coutume existant partout où ils étaient invités à prendre une ou plusieurs collations était de laisser leur Lumrotte en cadeau à leurs hôtes. Rêvons pour nos vieux, c'est un certain bonheur que nous leur procurions. Lumrotte, fais-nous rire, fais-nous peur, donne-nous des pleurs, et surtout, apporte-nous du bonheur. Moi, je me souviens très bien que mon papa le faisait, il y a maintenant 77 ans, et ça se passait qu'il vidait les betteraves, et il prenait les Lumrottes, et là, ils allaient frapper aux portes et ils sauvaient. L'idée est venue de Richard de Braclair, qui souhaitait, parce que on était noyé par Halloween, et il disait Halloween c'est tout rien, c'est un retour de nos Lumrottes. Ce qui fait qu'il a dit on va remettre les Lumrottes en route. Richard était soutenu par le foyer. Au foyer, on le sentait très bien qu'il fallait faire ce genre d'événement. Avec Annie. Avec Annie, oui. C'est Richard qui était à la source de ce projet. Et alors forcément, il est venu en débattre avec moi et on a trouvé ça très intéressant de remettre ça sur pied. Déjà pour le folklore local. Je n'avais plus vu de Lumrotte depuis mon temps, je sais pas moi, des années 60, je n'en avais plus jamais vu. Cette idée-là était formidable parce que ça allait recréer dans le village quelque chose de disparu. Ce n'est pas Halloween, mais c'est quelque chose de surprenant qui fait partie du folklore rural local. Une semaine ou 15 jours avant, il y avait un défilé dans les rues de Quevaucamp. Robert Tourneur et son épouse, c'était des gens qui étaient vraiment folkloriques. Tous les deux étaient sonneurs de trompe, donc ils prenaient leur trompe sur le chariot et on sonnait le corps de chasse le long dans les rues. Et donc on partait du centre culturel et on défilait dans les rues de Quevaucamp et on revenait au centre culturel. C'était un peu pour annoncer que 15 jours après, il y allait avoir la nuit des Lumrottes. Lui aussi, on a habillé le projet. Lui aller dans les écoles pour parler justement de la fête des Lumrottes. On a programmé trois ateliers. Et la première année, tout de suite, on a lancé les mercredis de fabrication des Lumrottes. Donc c'était 3 mercredis. Et alors le mercredi où les enfants venaient vers 13h, fabriquer les Lumrottes, 14h, ils fabriquaient les Lumrottes pendant 1 heure, 1 heure et demie. On invitait les enfants à venir creuser, c'est-à-dire faire les yeux, le nez, la bouche,
le plus méchamment possible. Oui, le bus scolaire venait les chercher et on allait dans un des homes. Oui. À l'époque, il y avait que Vaucan, il y avait le bâtinage, Il y avait 3 hauts. il y avait Grand-Glise et il y avait Tumède. Tumède. On faisait les 3 homes, un mercredi par home. Les employés du foyer culturel qui creusaient. Et Richard avait fait un outil pour creuser un ancien mixo qu'il avait transformé et qui creusait la betterave. Et puis après maintenant, depuis quelques années, c'est Marcel Verpoort qui vient creuser les betteraves et qui explique avec beaucoup de verve le pourquoi des betteraves et voilà. J'ai été contacté par Claudette et Fernande pour livrer les betteraves fourragères que mon fils cultive. Et j'ai pris goût de participer à tout. On a fait participer aussi, ce qui était très important, c'est les homes les maisons des personnes handicapées comme la Pauvrée, le home André Livémont, en leur demandant dans un premier temps justement de venir confectionner la lumerode, etc. Et puis de participer dans les cortèges, dans les attractions, sur le parcours. Donc on les a impliqués aussi dans ce projet. Oui, quelques années après, on a lancé l'histoire de préparer des petits sachets. Oui, je les ai remis là-dedans. Solides, des graines de Et on a betterave. donné ça aux enfants de 6e primaire. Voilà. Le but, c'était qu'ils plantent ça dans leur jardin pour récolter quelques betteraves et fabriquer des betteraves pour venir avec. Ça fait participer aussi les ateliers du foyer culturel comme l'atelier djembé, voilà. On a joué la chanson des Padaillots et des amis assis, avec Jacqueline Vilaine, les Padaillots, les musiciens. Au niveau de la participation des Padaillots, c'est d'office un événement qu'on fera chaque année. Et rapidement, j'ai un danseur qui a composé une chanson, et qui n'est pas du tout musicien, et il a même composé la musique. Donc il a une bonne oreille, et il a composé cette fameuse chanson des Lumerotes. Comme nous, on n'est pas un groupe de chant, on a voulu mettre une danse. Comme Jean-Marie Dontaine, qui faisait partie des Padaillots, avait inventé une chanson, une musique et un pas de danse, on a donc créé l'atelier chant et l'atelier danse. Quand on est dans les jeunes et dans les petits, on nous apprend la danse des Lumerotes. Je suis répétitrice, maintenant je leur apprends même la danse. Anne Cuvelier et moi, on appuie beaucoup à ce que les jeunes dansent toujours sur cette danse des Lumerotes. Alors, ce qu'il y a aussi qui a été créé, c'est le sentier des Lumerotes. C'était un sentier sans nom. Donc, comme de temps en temps, on passait là à bicyclette, un sentier sans nom, on s'est dit, on va au sentier des Lumerotes. Et puis, la nuit des Lumerotes, là, on ne savait pas vraiment où on allait s'engager, si on allait avoir du monde, etc. Donc, on a fait avec les moyens du bord. On voulait faire peur, donc il n'était pas question d'aller dans les grandes rues, et ce qui fait qu'on avait décidé de faire des circuits. On allait se cacher dans les ruelles, à des endroits stratégiques, on s'habillait, etc., avec un petit peu de matériel, et on faisait peur aux gens qui passaient, et voilà. Donc ça a commencé comme ça, dans les sentiers de Quevaucan. La première année, il y a eu plus de 1000 participants. La deuxième, 2000. Le pire, ça a été la troisième. Quand on a fait au pâturage. Mais alors, une nuée de gens, écoute, c'était noir de monde la place. Il y avait un L'effet boule de neige a eu lieu et on avait des gens qui venaient d'un peu partout, de Liège, de Bruxelles. On ne savait pas que ça allait avoir autant d'impact sur les gens. On avait décidé de faire des circuits et on essayait de trouver des gens qui pouvaient venir gratuitement, bien sûr, bénévolement faire peur aux gens. On demandait pour avoir des personnes pour qu'elles puissent se mettre sur le long du parcours déjà, pour étoffer les activités, etc. Le bénévolat, c'est difficile. On a eu la chance d'avoir certaines personnes de bonne volonté qui venaient comme ça gratuitement sur leur temps et qui se sont, comme Claudette, qui s'est investie à fond. J'ai aidé mon cousin Thierry Barrigan, qui faisait partie depuis le début des Lumerotes avec Richard de Braclay. Je me souviens, c'était mes nièces avaient organisé
je crois que c'était un soi-disant cadavre qui était sur une... Oui, il y avait sur une table, ils étaient allés chercher des boyaux de cochons, des tripes de vaches, je sais pas quoi, et tout ça était dans des bacs comme si on enlevait les tripes d'un personnage. Personnellement, je n'ai jamais été actrice sur le terrain, mais j'ai toujours stimulé le groupe pour être présent, quoi. Et on a connu vraiment, au début, vraiment, parce que c'était uniquement des bénévoles et des gens d'ici qui s'occupaient de ça, et plein de jeunes qui faisaient les décors, enfin, c'était vraiment une équipe extraordinaire. Et moi, je me souviens des fins de l'Humroth dans des ambiances, mais qui étaient propres à cette époque, en fait, qui étaient propres aux années 2000, mais qu'on a difficile à retrouver maintenant, qui se faisaient à l'école moyenne. Ça dépendait du circuit, mais il y en avait qui se terminaient dans la cafétéria de l'école moyenne, et où il y avait nos musiciens déjà, et où il y avait des balles folk, mais complètement fous, quoi. Les premières années, il y a eu... beaucoup de gens sont venus avec des Lumroth. Picron, oui. Elle était venue avec une petite poussette d'enfant. Il y avait une Lumroth qui était dans la poussette, il y avait la tête qui passait comme si c'était un enfant, et avec la tête, le reste était couvert par un petit drap. Mais c'était extraordinaire, ça. Alors, t'en avais qui arrivaient avec des Lumroth au bout d'un bâton, d'autres qui étaient pendus au bout d'un bâton avec un fil d'acier. Ouais. Il y avait beaucoup de Lumroth. On s'est rendu compte que ça prenait quand même de l'ampleur. Et on a habillé ça avec des spectacles d'après festivité. Dominique Delcourt est venu pour réfléchir, pour faire les plans par rapport à la police et tout, qui fait ça très bien. Puis Marie-Ange est arrivée, puis plein de bénévoles qui viennent travailler pendant 3-4 heures pour le jour de Lumroth. Il y a des stands qui se sont faits aussi avec le breuvage des sorcières, et voilà, les associations locales se sont mises sur le terrain aussi pour faire des attractions, des activités. Il y avait dans le bois de Belleuil une équipe de lépreux. Il y avait un sous-groupe dans les Padlario qui s'appelait le Tordion. Et lui a fait une ou deux très belles participations. Ils étaient très forts en théâtre et ils étaient très forts en Moyen-Âge. Donc ils avaient fait dans le bois de Belleuil, ça je me souviens, c'était vraiment, pour des amateurs, c'était vraiment quelque chose de très beau. Extraordinaire. On avait donc, au lieu d'être au centre culturel, on était allé à l'école moyenne. À la même période, donc, on avait ici à Covocan la réunion annuelle des comités de jumelage. Et il y avait des Allemands, des Français, des Écossais, des Tchèques. Ils avaient été abasourdis, ils avaient été extraordinaires. Enfin, voilà. Mais il faut essayer que chaque endroit du village puisse connaître la Lumroth. Et alors, ça fait quelques années, une dizaine d'années, on dit on va traverser la Grande Route, et jamais la police n'a voulu. Et l'année passée, on a traversé la Grande Route. Au fur et à mesure des années, des gens souhaitaient être payés. On avait moins de bénévoles. Il faut dire aussi que dans les circuits de Lumroth, il y a eu des gens qui se sont fait molester et qu'il a fallu arrêter. Il a fallu arrêter. Plutôt maintenant, c'est une balade. C'est Émilie qui a instauré ça. Quand on a dû, en 2010, on a dû faire vraiment un choix. Parce que si on continuait que les déguisements étaient, entre guillemets, agressifs et tout, on aurait dû avoir, chaque fois là où il y avait un groupe, on aurait dû avoir quelqu'un qui supervisait. On ne pouvait pas laisser des jeunes, même des adultes, comme ça, dans des endroits stratégiques et tout, sans qu'il y ait quelqu'un pour gérer un peu la foule. Ce qui fait qu'on a oublié de faire peur et on a oublié, mais il y a des gens qui ont regretté. Dans la marche, je faisais peur, souvent. On avait beaucoup de problèmes et du coup c'est mieux s'il y a d'autres personnes extérieures qui viennent vraiment faire un spectacle plutôt que ce soit les
villageois quoi, qui viennent faire ça. Par contre, c'est vrai que sur certains parcours, sur certains moments du parcours, il devrait quand même avoir des gens du village qui font vraiment quelque chose, pas des personnes extérieures. La première année a été organisée ce qu'on appelait le passeur de lumière. C'est Richard qui souhaitait qu'il y ait un passeur de lumière, comme ça il y avait un retour de... Donc il y a Carlos Surquin qui nous avait fait une lumerote en terre cuite. Un petit peu après, bon, justement, on a pensé de demander à l'animateur de l'atelier céramique de nous confectionner des petites lumerotes. Donc il y avait une grande lumerote en céramique et puis des petites lumerotes, voilà. Et on faisait un tirage au sort en fin de soirée et pour savoir qui serait le prochain passeur de lumerote. Donc l'ancien passeur de lumerote donnait au nouveau la lumerote géante qui se transmettait comme ça de passeur de lumerote en passeur de lumerote. Pour moi, ça a toujours été un acte symbolique celui qui l'avait reçu l'année d'avant devait la transmettre à quelqu'un, quoi. Donc, et dans la continuité, dans le temps, etc., vraiment une lumière, quoi. Une partie de la soirée qui était difficile parce que les gens venaient pour la grande lumerote, les gens allaient sur la pelouse pour l'avoir brûlée, et puis de notre côté on était au centre culturel pour tirer au sort. Donc, ce qui fait que ça c'est une partie de la soirée qu'il faudrait remanier et refaire. Le temps de Richard, c'est comme ça, vous avez des gens qui ont des charismes extraordinaires, il était habité par ça. Donc quand il faisait de la transmission, c'était un moment, on avait la chair de poule, quoi. C'était vraiment important. Et puis ça s'est perdu. Et puis ça s'est perdu jusqu'au moment où moi je le disais souvent en réunion de foyer culturel, je disais ça va pas, quoi. Hein. C'était vraiment devenu, on courait après quelqu'un, il n'y avait plus de solennité, etc. Et l'année dernière, on a pensé à Dany Duré pour faire ce passage et on a retrouvé un tout petit peu cette solennité. Le soir, tout le monde se réunissait, on a fait la lumerote géante, on mettait le feu. J'en ai vu un très très beau, c'est quand Grégory Duré, justement le fils de Dany Duré, était ici avec Don Fiasco et où il y a eu vraiment toute cette musique importante qui a ajouté quelque chose à ce feu, quoi. Et pour l'instant, ce sont toujours les musiciens des Padlayos qui reprennent un peu le passeur de lumière et qui l'amènent. Et voilà, ça peut être comme ça aussi. Et on avait décidé, sur le rond-point qui allait avoir au Lancier, de lui mettre une lumerote en métal. Ça pourrait être quelque chose de grandiose que d'inaugurer cette grande lumerote métallique. Et chaque année, chaque fois qu'on avait un circuit différent, on disait au service travaux, on disait voilà, on va emprunter telle ruelle, on souhaiterait que ce soit propre. D'accord. Et toutes les ruelles de Covocan ont été remises à neuf, enfin à neuf entre guillemets. Ça oblige les gens à emprunter les ruelles qu'ils ne connaissent plus. Et surtout l'ambiance qui est agréable, les gens, les petits gosses, etc. Les exclamations, le fait de parfois faire peur. Moi, je m'amusais comme une folle parce que quand on avait fait le tunnel dans le centre culturel, on passait dans un tunnel noir et je m'étais déguisée en araignée et je faisais peur. J'étais là comme une gamine. Donc en fait, ce qui est gai, c'est qu'on retrouve un peu son âme d'enfant. Mais disons que tous les gens qui font cette marche, et moi je vois mes enfants qui viennent la faire, c'est un moment, même s'il y a beaucoup de balades, etc., dans les ruelles et tout, c'est quand même un moment qui est toujours apprécié. Moi, les lumerotes, c'est quelque chose de très important. Ça fait partie du folklore, des traditions que j'ai plus du tout la même place d'animateur sur le terrain que j'avais avant. Donc ma place précise, c'est d'aider un groupe à garder les valeurs auxquelles j'ai toujours cru. C'est-à-dire les valeurs locales, les valeurs traditionnelles, les valeurs de participation à ce genre d'événements. Voilà.
Et ça, je pense que j'ai déjà pu le communiquer même aux jeunes, parce que je vois des gens comme Nathan, Audrey, etc. Ça permet de garder quelque chose qui est vraiment dans notre folklore, quoi, de refaire à chaque fois un événement de ce genre. Convoquant a moins de tradition réelle. Maintenant, après cette post-industrialisation des bonneteries, il y a moins de tradition réelle. Donc les Lumrottes étaient quand même un événement important. Et quelque part, c'était une revanche sur presque la société civile qu'on dénigre toujours la profession d'agriculteur et que malgré tout on se rend compte qu'on a besoin, même pour des festivités. Si j'avais un rêve. Eh bien que tous les gens de Quevaucan participent et qu'on puisse se déguiser, et qu'on puisse faire une Lumrotte, que Quevaucan soit le village des Lumrottes. Personnellement, je voudrais que la population s'investisse plus, qu'on travaille plus avec les écoles. Je fais quelque chose de super l'an passé. Et que quand ils seront adolescents, adultes, les retombées seront qui viendront automatiquement dans la tradition se poursuive. Que tous les participants apprennent la danse des Lumrottes, qui vraiment s'intègrent à ce parcours en faisant la danse tous ensemble, autour de la Lumrotte géante par exemple. Ce serait vraiment bien. C'est d'arriver à faire un événement spectacle qui pourrait tourner autour de cette tradition. Que ça dure très longtemps encore et que ça prenne encore plus d'ampleur et qu'on connaisse les Lumrottes dans tout le pays, mais alors qu'il y ait des rassemblements et que à la limite à Lorraine on n'en parle plus, qu'on ne parle plus que des Lumrottes.